une seule de ces fourmis se rebeller, et un jour, elles se rebellent en masse. Ces fourmis de rien du tout sont 200 fois plus nombreuses que nous. Laissez-les prendre conscience de cela, et notre paradis devient l'enfer. Peu importe la nourriture, nous devons les forcer à rentrer dans le rang. Pour eux, nous sommes un troupeau de moutons incapables de réfléchir et de s'organiser. Ils représentent une infime minorité, mais ils contrôlent une grande majorité. Sous les ordres des grandes corporations, nos gouvernements, avec l'aide des médias, chercheront à nous affaiblir, à nous diviser, à dévier notre attention. Il est vraiment temps d'éteindre la télé et de se préparer. Malheureusement, nous avons passé le point de non-retour depuis un bon moment. Nous voyons le mur se rapprocher de plus en plus vite et les freins ont lâché en 2008. Chez les ultra-riches et les politiciens, ils se battent sur qui va se ranger du côté de l'airbag, mais cette place leur est réservée et nous n'avons pas notre mot à dire à cause de cette résignation qui règne en France. Les médias, comme toujours, jouent leur rôle de créateurs d'opinion en montrant et en disant tout et n'importe quoi. Raison de plus pour éteindre vos télés. Ils ont donc le choix entre tricher ou abandonner, mais peu prennent le risque de dire que le jeu est truqué. Ceux qui l'ont fait ont perdu leur carrière définitivement et parfois même leur vie. Vous ne pensiez pas que c'est grave à ce point? Sachez qu'en ce moment, les mauvaises nouvelles ont pris le monopole. Quand l'info vient d'un spécialiste, ça passe toujours mieux. La crédibilité est un point très important. Plantez la graine du doute et laissez-la pousser d'elle-même. L'ego est notre ennemi. Expliquer à une personne des choses qu'il estime acquises, c'est bouleverser les fondations sur lesquelles il a construit sa vie. Il n'acceptera pas, il faut le comprendre et se mettre à sa place. En revanche, si vous plantez la graine du doute et vous le laissez découvrir par lui-même, il finira par joindre le mouvement et devenir un planteur de graines. Le cercle vertueux est déjà en action. Pour comprendre la révolution, il faut comprendre qu'on nous a menti pendant très longtemps. Unissons-nous pour attaquer le problème à la racine. Nous le devons à nos enfants, à nos familles, à nos amis, à nous-mêmes et à la planète. Et n'oubliez pas de toujours vérifier les sources. Si vous avez un doute, suivez toujours la piste de l'argent pour savoir qui est de quel côté. Plus sérieusement, quand est-ce que nous allons arrêter de croire les médias bêtement? Quand arrêterons-nous d'accorder notre confiance à des hommes politiques qui mentent constamment alors que nous ne faisons pas confiance à notre propre voisin? Le changement c'est maintenant et ce ne sont pas des politiciens corrompus qui vont l'apporter. Arrêtons d'attendre que les autres agissent car au final, nous sommes tous l'autre de quelqu'un. Nous avons décidé de nous lancer dans la politique. En effet, après avoir passé plus de 2 ans à étudier en profondeur les coulisses de ce monde assez particulier, nous pensons avoir compris suffisamment de choses pour tenter notre chance. Malheureusement, il nous manque un ingrédient essentiel, l'hypocrisie. Et pour contourner le problème, nous avons décidé de lancer un nouveau concept, le parti politique honnête. Pour être cohérent dans notre démarche, nous allons l'appeler « Violation organisée des lois démocratiques ». Le voici. Défendre les intérêts des riches. Augmenter leur influence au monde politique. Neutraliser les droits de la majorité. Supprimer les aides sociales. Torturer psychologiquement l'opposition politique ou autre. Obstruer l'accès à l'éducation des plus pauvres. Nuire à la santé de tous pour le bénéfice de l'industrie pharmaceutique. Collaborer au mieux avec ceux qui payent le plus. Utiliser un max les médias pour occuper les gens pour qu'ils nous laissent faire ce qu'on veut. Légaliser l'esclavage histoire d'officialiser tout ça. Que l'euro puisse emprunter, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir cette réaction ridicule de tous les États qui font des sauts de puce et qui sont contraints de refaire des choses, je voudrais juste terminer, c'est qu'à ce moment-là, l'euro puisse financer d'une part un vrai programme productif qui nous manque et qui ne consiste pas à faire des bagnoles et à donner 1000 euros aux gens pour que simplement le bilan immédiat de Renault soit meilleur, mais qui consiste à lancer les programmes écologiques que nous n'avons pas fait pendant 30 ans. Et d'autre part, en faisant ça et en s'endettant, de permettre à ce que les détenteurs de monnaie internationale à l'échelle mondiale arbitrent. Je suis d'accord avec Jacques Attali, Alors aujourd'hui, on arrive dans une crise parce que le capitalisme n'arrive pas à verser suffisamment de salaire pour vendre leur camelote. Alors effectivement, ils prétendent que le système est en crise comme si c'était un accident. Mais c'est pas du tout un accident. Les choses se passent comme d'habitude, avec une impuissance politique. Vous avez raison sur l'impuissance politique, mais cette impuissance politique, elle est programmée. Il y a un endroit où il est écrit que le peuple n'a aucune puissance. Ça s'appelle la Constitution. Le problème, c'est que tout le monde s'en fout. Nous nous foutons de la Constitution. C'est bien fait pour nous. C'est pas la faute des affreux qui dirigent. C'est notre faute à nous de pas écrire notre Constitution dans laquelle nous prévoirions notre puissance. Le référendum d'initiative populaire, les élections sans candidat ou les élections avec des primaires et avec l'impossibilité pour les condamnés de se représenter, etc.
notre impuissance tient à notre démission du processus constituant. Et tant qu'on bavarde sur ce que font les représentants politiques qui sont les représentants des riches, on passe à côté de la cause de nos problèmes. Donc il me semble qu'en recentrant le problème en recentrant la réflexion sur la cause de nos problèmes, on arrive à trouver des solutions. Oui, je crois que c'est beaucoup plus grave que d'habitude parce que ce pays, depuis 20 ans, on peut dire plus, moi je dis 20 ans, n'a plus du tout de direction, de sens, de projet. C'est très important. On n'a pas de projet, on n'a pas de vision. C'est quoi la France dans 20 ans? Aucun homme politique. Moi, je suis atterré de ce que vous avez très justement rassemblé ici. C'était des phrases vides. Et si vous aviez ajouté les phrases dites par les dirigeants de l'opposition, c'était aussi vide. C'est une posture. Il n'y a aucune proposition de ce que sera la France dans 20 ans. Il n'y a aucune proposition d'action. Il n'y a aucune action réelle. C'est des mots vides. Et les Français le sentent bien. Ils sentent bien que personne ne s'occupe vraiment d'eux. Personne ne sens à leur effort. Il y a une vraie demande qu'on ressent partout de justice sociale, de beaucoup plus grande justice sociale, qui est d'autant plus nécessaire qu'on est dans l'inconnu. Donc les gens se sentent menacés. Donc il faut ce manque, à gauche comme à droite, de direction, de projet, de rendre fier de soi, fier de ce pays, qui est un pays magnifique, il y a des promesses formidables quand on regarde le reste du monde. On se rend compte que la France est un pays extraordinairement privilégié, qui a des moyens magnifiques, mais tellement gaspillés, où les dirigeants depuis 20 ans ne font rien, ni à gauche ni à droite, n'ont pas de projet, pas de vision, pas d'idée. À un moment, ça explose. Et moi, je pense qu'on n'est pas loin de la révolution. Nous vivons, alors certains diront fin des temps, fin d'un cycle, fin d'une époque, ou fin tout court. C'est la même chose, quelque part c'est la même chose. C'est-à-dire que ce cycle-là arrive à sa fin. De toute façon, il y a trop de désordre. Le désordre est tellement gros que maintenant les homosexuels veulent détruire l'état civil et la filiation. Enfin, il n'y a plus rien qui tient la route, c'est fini. L'économie, elle est devenue totalement fictive, hein, puisqu'il y a 500 000 milliards de dollars. Enfin, il y a 10 fois. Alors, on dit que le PIB mondial, c'est 50 000 milliards de dollars. Eh bien, il y a 600 000, il y a 10 à 12 fois plus de monnaie circulante, virtuelle, que d'argent concret, voilà, de richesse. Ça n'a plus aucun sens, tout ça. Il faut que ça s'arrête. Monsieur Macron se présente aux élections. C'est un banquier pourri qui n'a pas vu la crise arriver. Toute cette crise des subprimes, il en fait partie, il l'a créée, il fait partie du système et maintenant il vient nous expliquer comment on va en sortir et comment il va rendre les Français un peu plus... Et qu'il est le candidat du travail. Il nous prend pour des crétins. Il n'a strictement aucun mérite. Monsieur Macron est une enflure. Quand je dis une enflure, c'est enflé. Voilà. C'est pas une insulte, c'est dans le sens enflé. Voilà. C'est ça que je veux dire. Et c'est une enflure bancaire. C'est un produit créé par Goldman Sachs. N'oubliez jamais, ce sont les banquiers de Goldman Sachs qui ont organisé le dîner à Londres pour financer, qui ont été ses premiers donateurs. Je pense que c'est une erreur de penser que les politiques sont impuissants ou incapables ou ne comprennent pas, en faisant comme s'ils servaient l'intérêt général, et pour servir l'intérêt général, effectivement, ils ne sont pas bons. Si on renverse la perspective en comprenant que finalement ces gens-là servent les intérêts de ceux qui les ont fait élire et qui sont les 1% les plus riches de la population, à ce moment-là, c'est pas du tout une catastrophe. Vous parlez de catastrophe, mais c'est une réussite formidable. Tout se passe comme prévu. La sécurité sociale est détricotée, le chômage se porte à merveille, ce qui permet de tenailler les salaires et d'avoir des bas salaires, donc des hauts profits. Donc tout se passe bien, en fait, du point de vue des 1% qui se gavent comme jamais. Les banques qui devraient être en prison pour faillite frauduleuse, leurs patrons se font mieux payer que jamais et arrivent maintenant au gouvernement des différents pays. Je trouve que la situation est pas du tout catastrophique pour ceux qui financent les campagnes électorales des élus. Et je trouve que là, de ce point de vue, c'est assez logique. Hollande, il sert les intérêts de ceux qui l'ont fait élire en le faisant passer à la télé, dans les journaux. Et pourquoi une banque achète Libération? Pourquoi une banque achète Le Monde? Pourquoi une banque achète le quart Sud-Est? Pourquoi le Crédit Mutuel achète le quart de la presse quotidienne régionale? C'est pour gagner les élections. Et ensuite, les élus rendent des comptes à ceux qui les font élire. Le problème, c'est que nos élus ne doivent rien aux électeurs.
Que vous votiez ou vous votiez pas, c'est pas vous, ce sera un autre. Ceux qui vont voter, c'est ceux qui regardent la télévision, qui sont pas politisés. Il faut qu'ils passent beaucoup à la télévision. Vous regardez les curseurs, c'est incroyable la similitude qu'il y a entre les courbes de passage à la télé et les résultats aux élections. Il suffit de monter les curseurs des challengers, vous les montez à 10, 15%, ça va donner l'impression de la pluralité. Et puis les deux partis qui ont la même politique de droite dure, qui s'appelle gauche et droite, mais en fait ils ont la même politique pour les industriels et les banquiers, les multinationales en fait. Mais vous les mettez au curseur plus haut et ils vont être élus l'un ou l'autre en fait. Peu importe, ils vont faire la même politique. Alors évidemment, les gens sont gentils, ils croient les candidats au moment des campagnes électorales, et c'est notre gentillesse qui fait la déception après. Mais enfin, après 200 ans d'échec du suffrage universel, qui permet aux riches d'acheter le pouvoir politique, depuis qu'ils écrivent les constitutions, ces gens-là ont mis en place un système, d'abord censitaire, là au moins c'était clair, et ensuite universel quand ils sont aperçus. Tocqueville disait très tôt, donc début du 19e siècle, il disait « Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira ». Et ça fonctionne très bien. Donc, le fait de désigner des maîtres au lieu de voter des lois est une imposture politique. Nous ne sommes pas en démocratie. En démocratie, nous voterions nos lois. Nous-mêmes, un homme, une voix pour voter les lois, pas pour désigner des maîtres. Le fait de nous imposer de désigner des maîtres est une supercherie. Ça donne un résultat plutocratique avec les riches qui dirigent depuis 200 ans. Il est caché pour justement maintenir le pouvoir à ceux qui l'ont. Parce que, comme le dit Étienne Chouard, ils ne vont jamais voter de loi qui vont leur enlever le pouvoir. Donc, ils vont toujours faire en sorte de maintenir le pouvoir parce qu'ils ne sont pas vertueux. Maintenant, c'est à nous en tant qu'espèce, en tant que, j'aime pas dire en tant que race, mais c'est à nous en tant qu'espèce de comprendre qu'on a accepté ça. On n'est pas souverain en tant qu'espèce. Pourquoi? Parce qu'on a accepté de donner notre pouvoir à ces gens-là. Donc ça ne sert à rien de se plaindre sur des sites conspirationnistes, à pleurer comme « Ouais, mais ils font ci, ils font ça, ils sont méchants, ils sont en contact avec des reptiliens de je sais pas quoi », de partir dans les délires. À un moment donné, si ces gens-là ont le pouvoir, c'est parce que nous, en tant qu'espèce, on leur a donné, on a accepté. Donc les seuls qui peuvent se plaindre, les seuls à qui on doit se plaindre, c'est nous. Parce qu'ils représentent 1% de l'humanité, ces gens-là. 1%. Donc, ça veut dire que le 99% s'est mis dans un état de confort. Il s'est mis dans un état de confort, si tu veux, où il a donné le pouvoir à ce 1% pour se dédouaner des choses qu'il a à faire. C'est exactement ça. Je voulais devenir l'avocat du diable quand tu disais ces gens-là ne veulent pas qu'on sache. Finalement, le peuple, pour désigner la masse des non-initiés, ne veut pas savoir. Non, parce que s'il y a bien, et ça c'est Jordan Maxwell qui le dit très bien, Jordan Maxwell il dit s'il y a bien quelque chose que les gens ne veulent pas savoir, c'est la vérité. Ils ne vont jamais payer pour quelque chose qui va à l'encontre de leurs croyances. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on conforte leurs croyances, les gens. Ils veulent absolument pas avoir la vérité. C'est assez fort comme langage. Je veux dire, bon, voilà, mais à l'époque, quand il a sorti ça, personne n'a capté, à part les initiés, quoi. Tu vois, personne, j'ai pas entendu mes parents me dire, mais attends, qu'est-ce qu'il raconte? Il fait partie d'une secte, il est bizarre, c'est quoi son souci? Ce qu'il faut comprendre, c'est que, justement, François Mitterrand, il avait, quand il est arrivé au pouvoir, son obsession, c'était justement de créer des édifices dans des coins névralgiques de la capitale pour justement enchérir cette idée de son initiation aux forces telluriques donc, et à l'égyptologie, dont on a parlé tout à l'heure. Hein. On l'a vu dans les édifices américains. Mais là, je vais vous mettre les monuments qu'il a construits. Alors, je vous dis, ce reportage, il est vraiment... ils ont fait un super boulot. Franchement, même moi, j'étais surpris qu'il y ait un reportage comme ça qui passe sur France 24. C'était vraiment... Ouais. Donc, voilà le style d'édifice qu'il a construit. Donc, il a quand même commencé par une pyramide. Je veux dire, c'est signé. Puis, la pyramide a les mêmes proportions que la grande pyramide d'Égypte. Donc, ça, ça reste quand même... Voilà, donc on a l'opéra Bastille, on a les colonnes de Buren, là je les ai pas tous mis, hein. On a la bibliothèque François Mitterrand, on a la rénovation aussi de l'édifice pour les droits de l'homme, et on a surtout cette fameuse arche de la Défense. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la fameuse arche de la Défense, elle suit une espèce de lignée, avec plusieurs autres édifices justement
Alors là, je ne sais pas si je l'ai. Ouais, je l'ai là. Elle suit une lignée avec plusieurs édifices de Paris, dont l'Arc de Triomphe et dont l'arche du... Je crois que si je ne dis pas de bêtises, c'est du carrousel du Louvre. OK? Donc, et quand tu suis la ligne, tu es totalement dans une ligne, en fait. Là, je l'ai pris, qui va donc de la Grande Arche de la Défense, qui passe par le Panthéon, qui passe par la bibliothèque François Mitterrand. Là, ils ont fait une coupure. Mais quand tu continues cette ligne sur Google Earth, tu tombes directement sur un temple à Dendera, qui est un temple voué à la déesse Isis. On retrouve Isis. Ah ouais, chez les initiés égyptiens, c'est... Voilà, donc effectivement, et justement, il a placé l'Arche de la Défense avec un angle bien spécifique de 6,33 degrés. Alors là, je sais que les mathématiciens, ils vont se régaler. Là, s'il y a mon pote Fabien qui fait les émissions avec nous, là, les Chevaliers de la Table Ronde, c'est un spécialiste là-dessus. Hein. Lui, il a calculé les angles. Pourquoi? Moi, en numérologie, 6,33, c'est l'harmonie et la maîtrise. D'accord? Donc, si tu es un maître bâtisseur, tu as l'harmonie, tu as la maîtrise. Moi, je l'interprète comme ça. Et puis, je fais ce que je veux. Quand on regarde où est placée, par exemple, la pyramide du Louvre, on se rend compte que là, en bas, on a le site de Luxor en Égypte, et en haut, on a le site du Louvre. OK? C'est un truc de fou. Donc ça, et il se juxtapose parfaitement. Quand tu juxtaposes le site de Luxor, où il y a les pyramides, avec le Louvre, enfin le site du Louvre à Paris, boum, voilà sur quoi tu tombes. Sur exactement la même chose, avec le même angle de 6,33 degrés. Oui, là, il n'y a pas de hasard. Le même angle de 6,33 degrés qui est cet angle qui nous permet de faire cette ligne donc de Paris jusqu'à Dendera. Et d'ailleurs, quand tu regardes bien, là je la remets, quand tu regardes bien l'arche de la Défense, elle n'est pas droite. Elle a un angle de déviation de 6,33 degrés exactement. Et François Mitterrand avait ce savoir-là, avait cette connaissance. T'imagines? Donc lui, il n'a pas fait des guerres, il a fait des monuments. Tu vois, il a fait des monuments parce que justement, se sentant mourir, certains disaient qu'il a voulu, là encore, je le dis de façon, je ne vais pas dire affective, mais de façon gentille, il a voulu se taper un délire de pharaon. Je vais passer dans l'autre monde. D'accord? Je vais passer de l'autre monde tel un pharaon d'Égypte. Tu vois, si tu es passionné par ces choses-là et que tu as l'argent et le pouvoir de le faire, et justement, ça va très loin, puisqu'à Rambouillet, il a fait construire ce qu'on appelle une barque solaire, si elle arrive. Donc la barque solaire, dans la mythologie égyptienne, c'est ce qui te fait passer d'un monde à l'autre. Et bizarrement, le personnage sur la barque solaire, d'accord, ressemble à François Mitterrand. Donc tu vois comment ce savoir d'initié, à un moment donné, coûte beaucoup d'impôts à la ville de Paris, mais nous donne les plus beaux monuments qu'on puisse avoir. Donc je vous conseille vivement de regarder le reportage sur France 24, François Mitterrand, le bâtisseur, parce que là, vous allez voir le savoir de ce monsieur. Au moins, au niveau de ça, ça reste passionnant. Après, ce qu'il a fait avec la France en politique, moi, j'étais un peu jeune, j'ai pas suivi, puis ça m'intéressait pas. D'ailleurs, la politique m'intéresse toujours pas. Mais force est de constater que ce monsieur était un initié, il avait un savoir. Donc là, on a un haut initié qui exécute de hauts ouvrages de maçonnerie, d'architecture à travers la ville de Paris. Quand on voit justement la pyramide, elle est dans un axe est-ouest qui croise à un moment donné la ligne d'Arago. Tu sais, dans Da Vinci Code, on voit au sol à un moment donné des petits... Tu l'as vu le film Da Vinci Code? Non. Non, tu l'as pas vu, alors je parle pour rien. Mais on voit justement, quand tu vas à Paris au Louvre, tu vois ces plaques au sol. En fait, c'est la ligne d'Arago qui aussi représente une direction. Donc, j'en dis pas plus pour les gens qui n'ont pas vu le reportage, mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, vous allez me dire, est-ce que de nos jours, on a des successeurs à François Mitterrand dans cette idée-là? J'ai l'impression que le président... Notre président, donc, il nous a fait une belle investiture devant la pyramide. Alors, j'ai pas pris la photo parce que bon, tout le monde l'a vu, mais il est en face de la pyramide, les bras en croix comme un compas, n'est-ce pas? Je voulais en revenir, par exemple, tout à l'heure, on parlait du Capitole américain. Ok? Qu'est-ce que représente le Capitole dans la mythologie? Le Capitole représente, c'est Capitolinus Mons en italien, Campidoglio, solo tu di mangiare la pasta, va bene.
Et l'une des 7 collines de Rome, c'est le centre religieux de la ville et le temple consacré à la triade, Jupiter, Junon et Minerve. Par extension, chaque cité romaine se doit d'avoir son Capitole. Nous, à Toulouse, on a un Capitole, la place du Capitole de Toulouse. Donc voilà, donc c'est important. Et Jupiter, pour les Grecs, c'est Zeus aussi. Alors, Jupiter, c'est pas n'importe quel dieu, c'est le dieu des dieux, c'est le roi des dieux. T'imagines? Et on a un président qui arrive et qui se dit je me considère donc jupitérien. Donc Jupiter à l'Élysée. Ouais, c'est quand même très La communication de Manu, elle n'est pas pour rien. D'accord? D'ailleurs, son ministre de l'économie s'est pointé aux États-Unis et la première phrase qu'il a sortie récemment, c'était Emmanuel est Jupiter et moi je suis le messager, je suis Hermès. Vous voyez, dans leur langage, ils ont un langage d'initié. D'accord? Et qu'est-ce que de plus initié qu'un jeune produit des banques Rothschild?